Le bonheur des uns fait le malheur des autres, c'est peut-être le proverbe qui explique le mieux l'antagonisme du football et de ses rencontres qui mettent dans la balance l'émotion de millions d'humains et qui ne s'équilibrent jamais vraiment à la pesée. Hier soir, la Belgique a montré qu'elle avait du cœur, mais celui du Japon est éternellement brisé. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Quel match on a vu hier soir. Alors tout d'abord, une petite pensée pour mes amis japonais, notamment pour mes parents qui sont pas japonais, mais qui sont, on va dire, des japanophiles enthousiastes et qui ont été très déçus du résultat d'hier soir. Après, personnellement, je veux dire que j'ai quand même bien vibré. Comme je l'ai dit sur Twitter, je suis pas belge, mais quel kiff. Alors sans plus tarder, c'est parti pour mes 3 enseignements. On commence par le Japon, et alors souvenez-vous qu'on était nombreux à regretter la sortie un peu prématurée du Sénégal il y a quelques jours. Je pense que, pour le coup, beaucoup auraient aimé continuer à voir cette sélection un peu plus longtemps sur les rectangles russes. Il faut dire que l'impression initiale faite en phase de groupe n'était pas exceptionnelle. On avait un parcours solide, oui, mais qui comportait quelques astérisques. Souvenez-vous, ce fameux combo carton rouge plus penalty contre la Colombie au bout de 3 minutes de jeu, ou alors ce dernier quart d'heure un peu de la honte contre la Pologne. Mais hier, ce fut indéniablement une bonne surprise. Les Blue Samurai ont montré de vraies intentions de jeu, avec un pressing exercé sur la ligne de 3 des Belges, qui a considérablement gêné la relance et la liaison avec le milieu du coup, surtout quand on connaît les capacités balle au pied assez limitées de Vertonghen et compagnie. Mais ce fut une bonne surprise aussi grâce à une volonté d'attaquer sans relâche qui a porté ses fruits, et même à 2-0, on semblait plus proche par intermittence du 3e but japonais que de la réduction du score des Diables Rouges. Et finalement, les hommes d'Akira Nishino sortent du mondial 2018 avec 6 buts marqués, contre de vraies équipes en plus, c'est autant que l'Argentine ou le Portugal, et c'est seulement un de moins que la France, le Brésil et l'Espagne. Ok, deuxième enseignement, et oui, on aurait pu effectivement pointer du doigt les limites du dispositif de Roberto Martinez, l'apport catastrophique de Carrasco sur le plan défensif, un double pivot Witsel-De Bruyne à la capacité de protection moindre, et enfin un manque de réalisme qui passe parfois un peu pour de la nonchalance, mais j'ai choisi de mettre l'accent sur la force de caractère des Diables Rouges. Après le missile d'Inouï pour le but du 2-0, j'ai un pote qui m'a envoyé un message, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre, et c'est exactement ce qu'on attendait de cette dernière demi-heure, où les considérations tactiques, physiques, techniques s'effaçaient un peu devant le défi mental qui se dressait en face de la Belgique et qu'ils ont su relever brillamment. Cette sélection a donc du cœur, du caractère, mais aussi quelques beaux atouts dans sa manche, quelques jokers, le jeu de tête de Fellaini qui débloque et débloquera encore un nombre incalculable de situations, et un banc à la profondeur non négligeable. De manière générale, on sait que sur le plan tactique et collectif, les sélections nationales pâlissent face aux clubs, elles doivent donc miser sur d'autres forces comme la diversité d'options, et en ce sens, la Belgique est bien dotée. Dernier enseignement qui me permet d'aborder également l'autre match de la journée d'hier, cet agréable Brésil-Mexique, c'est qu'il se profile pour la Belgique un affrontement très séduisant d'un point de vue externe contre la Seleção, mais face à laquelle ils ne partent pas favoris. Le Brésil, c'est pour moi, comme je l'ai déjà beaucoup dit, le favori ultime du mondial. Je vois aucune équipe aussi impressionnante qu'eux. Ils n'ont encaissé qu'un but face à la Suisse en match d'ouverture. Leur milieu de terrain est très dense et complet, même si Casemiro est suspendu pour le quart de finale. Et enfin, la force de percussion de leur trio ou quatuor offensif, ça dépend de comment ils se disposent, mais la force de percussion de cette attaque est exceptionnelle et pourrait poser de vrais problèmes aux Belges. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, je suis un auditeur fidèle de l'excellente émission Vue du banc, lien dans la description. Et ils ont sorti ce matin une stat assez folle. La Belgique est une des sélections dont la défense est la plus passive. Ils tentent très peu de tacles, 22 en moyenne, ce qui en fait la 30e équipe sur 32 de ce mondial. Et vous voulez savoir qui en tente le plus ? Les 3 premières équipes de ce classement, c'est la Suisse, la Serbie et le Costa Rica, c'est-à-dire les 3 équipes qui ont affronté le Brésil en phase de groupe. Ça va être un contraste assez saisissant avec ce que la Belgique a proposé jusqu'ici en phase défensive. Il va falloir mettre beaucoup plus d'agressivité face à l'armada, Neymar, Coutinho, Willian, des dribbleurs fous. Il va falloir mettre beaucoup plus d'agressivité en phase défensive pour ne pas prendre l'eau. On passe rapidement à mon top flop et j'ai voulu distinguer en premier lieu Inouï, une excellente surprise de cette Coupe du Monde et dont le tir lointain est splendide. Hazard, son mouvement avant de délivrer le centre égalisateur est un bijou, un régal d'un homme qui s'amuse avec la gravité et qui est capable de changements de direction qui me font mal aux genoux juste en les regardant. Et enfin, Meunier,
passeur décisif dans le temps additionnel, gros volume de jeu avec beaucoup d'intensité, il aura du travail face à son coéquipier Neymar dans quelques jours. Niveau flop maintenant, De Bruyne a été en très grande difficulté défensive, il semble totalement cramé par sa saison à City. Vertonghen, parce que sa tête chanceuse, même si elle donne lieu à un but exceptionnel, ne compense pas le fait qu'il offre l'ouverture du score aux Japonais. Et puis pour parler brièvement de l'autre rencontre, j'ai cité Neymar. Alors évidemment, sa performance hier a été très bonne, un but et une passe D, mais je voulais juste rebondir sur l'histoire des plongeons, qui personnellement ne m'affecte pas vraiment, mais je trouve que c'est une opportunité manquée par Neymar de se hisser au contact des plus grands, d'allier la beauté du geste à la classe et à la sportivité. C'est pour moi un peu un signe d'immaturité, et pour un joueur que j'estime beaucoup, c'est une attitude qui est forcément un peu décevante. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. 2 questions pour vous. Quel est votre prono pour ce Brésil-Belgique qui, sur le papier du moins, peut vraiment prétendre au titre de meilleur match du mondial? Et en parlant de ça, en toute objectivité et donc en argumentant un peu, quel a été le meilleur match pour l'instant? France-Argentine ou Belgique-Japon? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Vous l'aurez remarqué, cette analyse est un peu plus courte que d'habitude, mais je travaille d'arrache-pied sur une nouvelle série qui verra le jour après la Coupe du Monde. Je vous en dis pas beaucoup plus pour l'instant, à part que ce sera une série quotidienne. Et deuxième chose, ce sera, j'espère, une série vraiment sympa. Quoi qu'il en soit, passez une super journée. Moi, je file monter tout ça et regardez Suède-Suisse dans quelques minutes. Ensuite, on aura un magnifique Colombie-Angleterre ce soir. Voilà, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Gros bisous.